Jean, Jean-François, Jean-Marie. Jean-Marie, à toi la parole. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, on a souhaité faire cette présentation sur la nouvelle PAC parce qu'il y a quelques changements et on voudrait donc vous les présenter là, et notamment on va mettre en avant un petit peu tout ce qui concerne plutôt l'agriculture biologique. C'est sûr, comme l'a dit Christelle, qu'il y a des changements et puis pour bien intégrer tout ce qui va être dit, ça fait peut-être beaucoup d'un coup, donc on sera certainement amené à en reparler, quoi. On voulait vous le présenter, la nouvelle PAC dès aujourd'hui, parce que vous avez peut-être des choix à faire dès maintenant, là, et qui peuvent être déterminants après pour votre déclaration l'année prochaine. Les informations qu'on vous donne peuvent encore changer. Donc, il vous faut prendre les informations générales et après, de toute façon, s'il y avait des changements par rapport à ce qui est dit aujourd'hui, on vous fera savoir. Les aides de la PAC, ça concerne les agriculteurs qui sont actifs. Donc, c'est plus cumulable avec la retraite, avec l'âge maximum de 67 ans. Et il faut donc évidemment être cotisant, avoir une protection sociale du régime agricole ou une cotisation sociale professionnelle si on n'est pas en régime agricole. Oui, donc effectivement, il faut préciser que pour les plus de 67 ans, il ne faut pas qu'ils soient à la retraite, qu'ils aient liquidé leur retraite. Donc le PSN, on va passer rapidement, je pense qu'on en a parlé suffisamment, de la nouvelle articulation. Ce qui est vraiment neuf dans cette nouvelle PAC, dans cette nouvelle programmation, c'est l'éco-régime. On y reviendra, donc, puisqu'on a beaucoup bataillé pour que l'éco-régime soit le plus dans le sens de l'agro-environnement et de la bio en particulier. Pour le excusez-moi. Alors, excusez-moi, c'était Véronique Optigente qui n'arrive pas à se connecter sur son ordi et qui voulait assister à ça. Et donc, elle vient à la maison vu qu'elle n'est pas loin. Voilà. Donc, le PSN, voilà, on va passer rapidement. Donc, il y a toujours la même articulation entre le premier pilier, presque 7 milliards d'euros, et le deuxième pilier, qui comprend les mesures agro-environnementales, pour 2 milliards d'euros. Et donc, la conditionnalité donc, existe toujours. Par contre, la nouveauté dans cette programmation, c'est que ce qui était ce qu'on appelait le paiement vert, c'est un certain nombre d'exigences dans la précédente, enfin dans l'actuelle encore, puisque on est toujours sous le régime de la précédente PAC, ça a été à peu près intégré dans les règles de conditionnalité maintenant. Bon, il faut savoir que la plupart des agriculteurs, de toute façon, répondaient au paiement vert, puisqu'il avait été calé pour ça. Voilà, donc des BCAE, donc ça, c'est les BCAE, c'est ce qu'on appelle les bonnes conditions agronomiques et environnementales. Il y en a 11, donc on va pas vous... Non, il y en a 9, excusez-moi, on va pas vous passer les 9. On va juste mettre quelques points en avant. Il y a aussi 11 qu'on appelle des ERMG, des exigences réglementaires en matière de gestion. Bon, je vous invite, normalement, ces ERMG sont déjà à peu près contenus dans les 9 conditionnalités, dans les 9 BCAE. Mais je vous invite quand même, c'est sûr que d'ici le mois d'avril, mai, de faire sa déclaration, c'est bien d'y jeter un œil parce qu'il peut y avoir des petits changements par rapport à avant. Et surtout que nous, en bio, au moins ceux qui étaient en 100% bio, la plupart n'étaient pas soumis au paiement vert, ils étaient considérés comme y répondant, de fait. Et donc, c'est quelque chose qu'on regardait peu, en fait. Voilà. Alors, donc c'est BCAE. La première, c'est le maintien des prairies permanentes, donc était, elle, intégrée dans ce paiement vert et auquel nous, on n'était pas soumis. Ça veut dire qu'il y a... Alors, l'idée, c'est bien, vu la richesse, on va dire,
au niveau environnement, stockage du carbone, au niveau biodiversité et disons qualité de l'eau amenée par les prairies permanentes. L'idée, c'est d'essayer d'arrêter qu'elles diminuent en surface. Voilà, donc donc c'est toujours cette idée qui est derrière. On change de référence, hein, on était dans une référence 2015, là on va passer sur une référence 2018. Et donc, ça veut dire qu'on va calculer le ratio régional 2018. Et suivant s'il y a des mises en culture de prairies permanentes plus ou moins importantes, il faudra soit être obligé de réimplanter, soit de demander une autorisation préalable avec le retournement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'exemption pour les bio disparaît. Par contre, ce qui est notable, c'est que c'est pas du fait qu'en fait, on n'est pas encore sous le régime de la nouvelle PAC, on est sous le régime de l'ancien, et de fait, ça va s'appliquer au bio qu'en 2024. Ça veut dire que pour 2023, si vous voulez, si vous voulez labourer, mettre en culture, on va dire, une prairie permanente, vous pouvez le faire encore pour 2023. Donc, une prairie qui était déclarée permanente dans la PAC 2022 pourra être déclarée en culture dans la PAC 2023. Voilà, là, vous avez, voilà, on va passer dessus. Là, les définitions des prairies permanentes, vous le savez, hein, c'est lorsqu'une prairie est restée prairie pendant 5 ans, elle devient prairie permanente la 6e année. Voilà. Alors, une autre bonne condition environnementale, c'est la BCAE 7 sur la rotation des cultures. Hein, donc, c'est déjà quelque chose qui existait. Par contre, là, du coup, l'exemption des fermes bio, 100% bio toujours, hein, quand on parle de ferme bio, il faut toujours avoir l'idée que c'est 100% bio. Elles sont pas elles sont pas soumises à cette BCAE, ni celles qui ont moins de 10 hectares de terres arables, ni celles qui ont plus de 75% de terres arables en production d'herbes ou en plantes fourragères herbacées ou légumineuses ou jachères, ni celles qui ont plus de 75% de leur surface en prairie permanente et qui est utilisée pour la production d'herbes ou de fourrage, ou culture sous eau. Bon, on l'a gardé, mais après culture sous eau, c'est le riz, bien sûr. Et non plus celles qui sont en maïs semence. Donc, la règle pour cette mise en application de cette BCAE rotation des cultures, alors là, c'est un peu compliqué aussi. Je vous invite, là, on met les titres, hein, mais je vous invite à aller voir dans le détail. Le ministère, je pense que c'est sur le site, alors c'est sur le site, je n'ai pas été vérifié si c'est sur le site du ministère, mais là, le ministère commence à sortir, a déjà sorti pas mal d'annexes et de documents qui précisent les conditions d'application des BCAE en particulier. Et donc, je vous invite à aller voir. Moi, je n'ai pas été voir sur le site de la DDT ou sur le site de Télépac. Normalement, ça devrait être sur nos Télépac. Bon, c'est à voir. Sinon, faut le dire et puis on les relayera sur le site de Biocentre. Alors, donc ça, c'était... Non, c'est bon, tu peux rester là. Donc, il y a 2 conditions cumulatives à remplir. Pour ceux qui ne sont pas 100% bio, je le rappelle, hein. Donc, voilà. Et c'est peut-être le moment de le dire, on le redira après, mais il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est-à-dire que le 100% bio, il va être vérifié en confrontant le certificat de votre organisme certificateur et comment on appelle ça, ça y est, l'état de vos parcelles, avec votre déclaration PAC. Ça veut dire que, et certains anciens comme moi ne le faisaient pas systématiquement, il faut vraiment que votre déclaration auprès de vos organismes certificateurs, elle soit faite sur la base de votre déclaration PAC et qu'il n'y ait pas un art de différence entre les deux, quoi. Parce que sinon, ça coince et ça va poser problème, voire un refus de votre statut de 100% bio, quoi. Donc ça, il faut y faire attention. Si vous aviez encore par exemple, un jardin dans un coin ou un petit bout de parcelle que vous n'ayez pas certifié et qui se trouvait dans votre déclaration PAC, il faut surtout l'enlever, quoi. Voilà. Donc voilà, donc chaque année, sur au moins 35% de la surface en culture, donc ça c'est pour les terres arables, il faut que la culture principale diffère de la culture de l'année précédente. Bon, en général, pour les bio, il n'y a pas trop de problèmes vu
la diversité de la rotation. Soit il faut implanter une culture secondaire, donc un couvert hivernal, et il est bien précisé que le couvert hivernal, en gros, c'est au moins 3 mois, quoi. C'est-à-dire que c'est du 15 novembre au 15 février, au minimum. Voilà, mais un simple engrais vert, voilà, de 6, 8 semaines, 2 mois, ça ne va pas suffire. Et à partir de 2025, donc pour les surfaces en culture, on constate que pour chaque parcelle, soit il y a au moins 2 cultures principales différentes sur les 3. Bon, c'est un peu compliqué, et comme c'est pour 2025, je vous invite à… Bon, on aura le temps d'y regarder de plus près. Alors, là, une BCAE qui change pas mal, c'est la BCEA 8, qui est l'ancienne BCAE, enfin, qui est la BCAE sur les IAE, donc les infrastructures agro-environnementales, auxquelles, pareil, les bio n'étaient pas soumis, et donc c'était assez compliqué, donc on était bien content de pas devoir le vérifier comme ça. Voilà, et bien ça disparaît, donc maintenant on y est soumis. Et donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut se pencher. Donc là, c'est pareil, je vais pas, enfin, je peux vous lire ça, enfin, vous le lisez comme moi. Donc c'est le maintien des particularités topographiques. Donc il y a une liste avec l'obligation. Alors maintien pour la haie, il me semble que la définition de la haie est passée à 20 mètres maintenant et n'est plus à 10 mètres. Mais donc, c'est à vérifier ça, parce que c'est vrai pour… si, je pense que c'est vrai systématiquement, mais à vérifier. Voilà, donc ça, il y a quelques trucs qui ont calé, qui sont plus tout à fait comme avant dans les définitions des IAE, des particularités topographiques. Par contre, donc, il y a aussi une évolution. Donc, ce sera 4% d'IAE et de terrain jachère ou 7% d'IAE de jachère, de culture dérobée et de fixatrice d'azote, dont 3% d'IAE ou jachère. Donc ça, je vous invite à étudier ça à tête reposée. C'est pas forcément très simple. Par contre, il y a une petite modification aussi sur l'interdiction, sur les dates d'entretien des haies. C'est-à-dire qu'avant, c'était au 1er avril. Et je crois jusqu'au 1er août. Et maintenant, c'est après le 15 mars qu'il faut arrêter d'aller mettre le broyeur dans la haie. Voilà. Et jusqu'au 15 août. Voilà. Ce qui va pas être forcément facile, voilà, quand on a des parcelles humides, par exemple. Et donc, faut le préparer avant. Alors, les exemptions ne sont pas soumises à cette BCAE, les fermes de moins de 10 hectares de terres arables, hein, et de plus de 75% de terres arables en prairie permanente, en jachère et ou en légumineuse, et les fermes de plus de 75% qui ont plus de 75% de leur SAU en herbe, que ce soit en prairie permanente ou en prairie temporaire. Voilà. Pour ce qui est du riz, ça nous concerne peu. Alors, tout ça, c'est reporté d'1 an, en fait, en pratique, à vérifier aussi. Donc, c'est pas tout qui est reporté d'1 an, mais un certain nombre de choses. Et donc, l'État membre peuvent choisir de déroger aux règles des BCAE 7 et 8 pour l'année 2023, et la France a choisi d'appliquer cette dérogation. Et donc, pour la BCAE 7, les agriculteurs ne sont pas obligés de respecter cette première obligation de rotation sur 35% des terres arables. Et pour la BCAE 8, la fauche, le pâturage et la mise en culture, sauf en maïs, soja et taillé à courte rotation, des jachères est autorisée pour la campagne 2023. Donc là aussi, je vous invite à aller voir ça de près dans les documents pour savoir ce que vous pouvez faire. Bon, a priori, de toute façon, il y a eu moins de résultats de cette mise en jachère que l'espérait certainement le ministère. Voilà. Sur les DPV, c'est Jean-Marie qui vous parle. Moi, je vais faire une pause question, oui. Jean-François. Okay. Donc, s'il y a des questions… Alors, j'ai vu passer une question sur, dans le chat. Dans le chat. Ah ben c'est bon, Florent a répondu. Pardon? Donc, Florent a répondu. Donc, les terres arables, c'est les cultures et les prairies temporaires,
mais il n'y a pas les prairies permanentes dedans. Hein. Donc, terre arable, la définition de terre arable, c'est culture plus prairies temporaires. Donc, les prairies, même si elles sont prairies, donc qui n'ont pas été, qui sont en place depuis moins de 6 ans. Et ce qui concerne les prairies longue durée, plus de 6 ans, c'est considéré comme des prairies permanentes, du coup? Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Alors, on verra par la suite qu'il y a un petit changement par rapport à ça, on verra pour la CAB, qu'il y a un petit changement des définitions, des règles de respect de la CAB. Ok, ben, s'il n'y a pas de questions, on va repasser la parole à Jean-Marie sur les DPB. C'est bon. Jean-Marie, à toi. Bon. Donc, les DPB, ça veut dire droit à paiement de base. Dans la nouvelle PAC, le nom va changer. Alors, pour le moment, on ne le voit pas trop. Tout le monde parle encore de DPB. Mais le nom qui maintenant devrait s'appliquer, c'est l'aide de base au revenu. Ces DPB, c'est ce qu'on appelle encore les aides découplées. C'est historique, c'est ce que chaque agriculteur qui était déjà engagé dans la PAC touchait régulièrement. C'était lié avec les PAC précédentes, quoi. Pour cette nouvelle PAC, les DPB existantes seront réactivées automatiquement, donc il n'y a rien à justifier, quoi. La moyenne nationale des DPB, elle est autour de 128 € de l'hectare. Et donc, ce qui importe, c'est comment vous vous situez sur votre ferme par rapport à ces 128 € à l'hectare. Si vous êtes en dessous de 128, dès l'année 2023, vous pouvez avoir un ajustement pour se rapprocher de ces 128 € et se rapprocher notamment d'une moyenne autour de 70%, autour de la moyenne. Et en 2025, il y aura un autre ajustement pour se rapprocher là, de 85% de cette moyenne autour de 128 € de la moyenne nationale. C'est ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire que c'est d'arriver à ce que ce montant des DPB soit le plus homogène possible au niveau de la France. Si vous êtes en dessus de 128 € par hectare, donc là, c'est la situation inverse. Vos DPB auront plutôt tendance à baisser, sachant qu'un plancher est mis, les DPB ne pourront pas baisser de plus de 30%. Voilà les infos sur les DPB. C'est peut-être le moment de dire là, que les DPB conditionnent l'accès à certaines aides. Je ne crois pas qu'on l'ait mis après. Hein. Donc, le paiement redistributif, l'aide complémentaire au JA, et puis l'éco-régime, justement. Hein. Voilà. Et donc, on va le... Et ça veut dire que, alors on ne va pas le développer là non plus, mais ça veut dire que pour des gens qui ne faisaient pas de déclaration PAC, voilà, je pense des fois, il peut y avoir des arbos, des vitis, et là, il faudra qu'ils en fassent une pour bénéficier de l'éco-régime s'ils veulent l'avoir. Et donc, du coup, il faudra qu'ils demandent des DPB à la réserve, et on entend dire qu'il n'y aurait plus assez de DPB dans la réserve. Donc là, on est en train de questionner le ministère sur cette histoire d'obligation d'avoir une DPB ou un morceau de DPB. Et moi, je me demandais si ça ne serait pas intéressant de pouvoir mutualiser éventuellement entre les bios. Je ne sais pas comment faire. Enfin, moi, je comptais le proposer au bureau de Biocentre. S'il y a des gens qui ont des DPB, 2-3 DPB dans un coin qu'ils n'arrivent pas à activer, peut-être qu'ils pourraient les donner à des collègues qui n'en ont pas. Voilà. C'est une idée à travailler. Mais en tous les cas, bon, faut pas s'affoler parce que je vois qu'il y en a déjà qui vont sur le bon coin pour aller racheter des DPB, au moins une DPB. Bon, je pense que c'est encore pas le moment de s'affoler. On va essayer de
de valider cette histoire d'avoir au moins une DPB pour ceux qui n'en ont pas. Alors, juste si on pouvait revenir à la BCAE 8, parce que autrement ça va être compliqué de répondre à la question. Il y avait une question qu'il a posée d'ailleurs. La personne qui a posé la question sur la BCAE 8, pouvez-vous préciser les 7% découpés en 4 et 3% de quoi? Voilà, soit vous précisez, soit on veut Jean-François, si tu peux répondre à cette question, ou s'il faut aller chercher des... C'est 4% de la surface des terres arables. Pardon, oui, je n'ai pas été suffisamment clair. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est la différence entre les éléments qui sont pris dans les 4% et les 3% qui, pour moi, ne sont pas tout à fait clairs, parce qu'on parle de culture fixatrice d'azote et puis également d'éléments non productifs. Et je voulais avoir plus de précision sur les éléments non productifs. Alors, je pourrais pas te les donner. Je maîtrise pas assez le sujet pour le. J'ai pas pioché ça, n'étant pas concerné. Donc... Alors, je note la question et puis on va aller chercher ça. OK? Merci. Allez, on continue. Pour l'éco-régime, Jean-François? Oui. Alors, l'éco-régime, voilà, le fameux éco-régime, donc qui est la nouveauté de cette PAC et ce pourquoi il y a un PSN, hein, donc c'est un plan stratégique national, donc il y a un peu une renationalisation de la PAC. Hein. Pour rappel, voilà, cette histoire d'éco-régime, chaque État a dit oula, mais nous, c'est pas pareil que les autres, et donc on veut une application au plus près du terrain. Et puis, pour vous rappeler que la proposition de départ du ministère, c'était d'avoir deux niveaux dans cet éco-régime. Et pour ce qui est de l'éco-régime qui concernait la bio, c'est-à-dire la voie des certifications, on s'est battu toute l'année 2021 et 2022 aussi pour avoir une prise en compte de la bio. Voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc cet éco-régime, c'est obligatoirement 25% du budget du premier pilier. En France, donc ça c'est européen. Il fallait faire un choix et on pouvait aller jusqu'à 30% en fait. Mais voilà, on a choisi en France de donner 25%. Il y a 3 voies d'entrée. Donc la façon dont ça a été appliqué, c'est d'avoir donc des voies d'entrée. Une, c'est suivant les pratiques agricoles. L'autre, c'est la voie de la certification. Et la troisième, c'est la voie de la biodiversité. Ces voies d'entrée ne sont pas cumulables entre elles. C'est-à-dire qu'on choisit une voie et on a droit à l'éco-régime qui correspond à cette voie et on ne peut pas cumuler ni mélanger les voies. Alors, pour chacune de ces voies d'entrée, donc, il y a 2 niveaux. Il était prévu 2 niveaux et nous avons obtenu, comme quoi il ne faut jamais désespérer, un 3e niveau pour la bio et pour la voie de la certification. Voilà. Et donc, ce qu'on a obtenu, malgré que le ministère et beaucoup de gens, on va dire la majorité de la profession agricole refusait ça, mais on a réussi à obtenir par notre mobilisation un niveau spécifique à la bio qui est à 110 €. Donc je pense que vous avez pu le voir en fait. Hein. C'est que le premier projet qui avait été envoyé par le ministère au 31 décembre 2021 en fait a été refusé par Bruxelles. Et donc, le ministère a bien été obligé de rajouter un niveau spécifique pour la bio. Voilà. Alors, il n'est pas aussi important que nous. Nous, on demandait un niveau à 132 €. Néanmoins, je pense que ça reste, et on le verra après dans l'articulation des aides, ça reste non seulement une vraie victoire, mais quelque chose qui va permettre de pouvoir compenser la MAB qui disparaît, sinon complètement, entièrement, du moins significativement. Voilà. Et donc, à ces 3 niveaux se rajoute un bonus haie géré durablement, qui est 7 € à l'hectare, qui est cumulable avec l'entrée pratique et l'entrée certification, donc avec les bio,
mais qui n'est pas cumulable avec l'entrée biodiversité. Alors, ce bonus E, il est vraiment intéressant en théorie, oui. C'est-à-dire que pour la première fois, ce qu'il faut noter, c'est que les haies ont une valeur dans la PAC. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Éventuellement, elles pouvaient être intégrées dans la parcelle, hein, quand elles faisaient moins de 10 mètres, mais on ne donnait pas une valeur intrinsèque aux haies. Là, c'est vraiment une valeur intrinsèque. Ce qu'on peut regretter, c'est que le niveau de 7 € est vraiment ridicule, quoi, et parce qu'il va payer à peu près juste les coûts de l'engagement dans de la vérification de la gestion durable des haies, quoi. Voilà. Mais on peut reconnaître au moins que, disons, on va dire, dans les faits, dans les textes, la haie pour la première fois trouve une valeur. Alors donc là, vous avez le tableau, hein, qui permet de comprendre l'articulation entre les voies des pratiques. Donc les voies des pratiques, vous les avez là dans les colonnes. Et nous, notre niveau bio de la voie de la certification, il se trouve là tout seul dans cette ligne supérieure, voilà, donc obtenu de haute lutte. Voilà, et voilà, parce que juste pour rappel, hein, c'est ce qu'on demandait depuis le début au ministère et qui nous disait que c'était pas possible, donc que le tableau des éco-régimes, il était fait comme ça, et c'est impossible d'avoir un 3e niveau pour la bio. Et en fait, il l'a fait très facilement une fois que Bruxelles l'a demandé. Donc, tu passes la suite. Non, j'avais autre chose à dire. Mais oui, mais il y a juste une question, peut-être qu'on peut la prendre maintenant pour une exploitation mixte. Ce sera 110 hectares engagés en bio. Est-ce que… Ah oui, voilà. Effectivement, je ne l'ai pas dit. Donc, une exploitation bio, c'est une exploitation 100% bio, hein, comme je disais tout à l'heure, avec les remarques que j'ai faites. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre tableau que vous renvoie votre organisme certificateur avec les parcelles et leur statut bio-conversion, ils correspondent à l'art près à votre déclaration PAC. Voilà. Et donc, pour les fermes qui ne sont pas 100% bio, elles n'ont pas le droit à la voie de la certification environnementale. Par contre, elles peuvent bien sûr avoir droit à la voie des pratiques. Donc, en général, on n'a pas de problème en bio à répondre à la voie des pratiques parce qu'on est suffisamment diversifié dans notre assolement, ou à la voie de la biodiversité, par exemple, voilà, pour tous ceux qui on l'a vu, une petite remarque, c'est qu'on fait des diagnostics biodiversité dans les fermes bio en utilisant le référentiel HVE, et toutes les fermes bio répondent, sont super, comment dire, ont un niveau de biodiversité qui est largement supérieur au référentiel HVE. Voilà. Donc, en général, ça ne posera pas de problème pour obtenir les deux autres voies de l'éco-régime. Par contre, il est bien évident que c'est plus intéressant d'avoir le niveau bio de la certification environnementale, quoi. Et comme le remarque Tony, effectivement, ça valait le coup de poser un poil en plus de cette faire remarquer. Donc voilà, donc sur cet éco-régime bio, on va l'appeler comme ça, il faut être certifié sur 100% de sa SAU, hein, donc bien que le tableau renvoyé par votre OC soit le même que celui que vous avez. En gros, ça veut dire que vous déposez auprès de votre OC vraiment ce que vous avez déposé à la PAC. Ou que vous le fassiez modifier en circonstance, et il y a toujours des fois des modifications, donc, mais ça veut dire que si vous changez quelque chose, il faut vraiment prévenir l'OC tout de suite, de manière que lorsqu'il vous renverra les documents, c'est-à-dire votre certificat et votre tableau des parcelles, ce soit les mêmes que ce qui est sur votre déclaration PAC, quoi, sur votre RGP. Voilà, donc ça, hop, c'est ce qu'on… Voilà. Donc là, je crois que c'est… Non, c'est moi qui continue sur les pratiques, ou c'est Jean-Marie, je ne me rappelle plus. Donc c'est moi, oui. Donc l'entrée pratique, pour ce qui est, il y a plusieurs voies. Donc ça, c'est aussi un peu compliqué, l'entrée pratique. Donc si vous pouvez pas répondre à l'entrée certification, donc ceux qui sont pas 100% bio, je vous inviterai à l'étudier de près parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adapter à son cas personnel.
Mais en tous les cas, un élément important, c'est le maintien d'un ratio de prairies permanentes non labourées à hauteur de 80% ou de 90% pour avoir le niveau supérieur, quoi. Parce que là aussi, il y a deux niveaux. Oui, je n'ai pas parlé des deux autres niveaux, mais le premier niveau de l'éco-régime, il est à 60 € environ, hein. C'est toutes des sommes qui sont environ, c'est des ordres de grandeur, parce qu'en fonction du nombre d'hectares déclarés au total, eh ben, ils régleront le niveau final, comme c'est pour toutes les aides couplées, hein. Les aides couplées, elles fonctionnent comme ça. On a un niveau un peu indicatif au départ quand on fait notre déclaration PAC qui correspond à ce que le ministère envisage de déclaration. Et puis après, c'est affiné en fin d'année en fonction des déclarations définitives. Voilà. Alors, sur l'aspect diversification des cultures, ben là aussi, je vous invite à aller voir le tableau en détail. C'est pas facile, ça servirait à rien là pour ceux qui découvrent juste comment dire, ces règles des pratiques. Voilà, faut vous poser. La présentation qu'on fait là, c'est pour vous aider un peu à choisir quelle sera la voie vers laquelle vous allez vous tourner, enfin, comment vous allez articuler votre déclaration PAC avec vos pratiques culturelles ou d'élevage. Voilà, mais après, une fois que ça va vous donner les éléments pour choisir sur quelle voie partir, mais après, il va falloir l'étudier plus en détail pour répondre correctement. Voilà. Et donc, c'est un système de points, ça on peut le dire, c'est un système de points qui vous permettent, et il faut avoir ces points, un certain nombre de points pour avoir soit le niveau de base, soit le niveau supérieur. Voilà, pour les arbos-vitis, donc l'entrée pratique, c'est une couverture de l'interrang, une couverture pérenne. Voilà, donc en enherbant ou avec un mulch végétal. Voilà, donc c'est pareil, suivant le niveau de couverture de l'interrang, vous aurez droit, vous pourrez avoir le niveau 1 ou le niveau 2. Voilà, 60 ou 80 € environ. Alors, pour ce qui est de l'entrée biodiversité, donc ça, c'est la troisième entrée. Donc, on le rappelle, elle n'est pas accumulable avec les autres entrées, hein, que ce soit pratique ou certification. Donc, elle n'est pas accumulable avec l'éco-régime AB. Et donc là, ça revient un peu les pourcentages dont on a parlé tout à l'heure. Et là, ça mélange un pourcentage entre l'ASAU et un pourcentage sur les terres arables, ce qui complique encore un peu le mode de calcul, mais enfin voilà. Donc, il faut avoir un ratio d'infrastructures agro-environnementales ou de terres en jachère sur l'ensemble de la SAU qui soit au moins 7% pour le niveau de base et au moins 10% pour le niveau supérieur, donc les 80 €. Et à l'intérieur de ces pourcentages, il faut qu'il y ait au moins 4% sur les terres arables, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et les IAE, donc, et leurs coefficients de pondération sont les mêmes que pour la BCAE 8 qu'on a vu en gros tout à l'heure. Donc voilà, cette BCAE 8, si vous choisissez l'entrée biodiversité, c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser bien comme il faut, quoi. Et donc, je vois, il y a la question, on va le redire, hein, mais à quel cas pour une exploitation? Ah oui, non, excusez-moi, je ne vais pas prendre la question tout de suite. Le bonus est, donc lui, il est cumulable avec les entrées pratiques et l'entrée certification, mais pas avec l'entrée biodiversité, puisque déjà, l'entrée biodiversité, en fait, elle rémunère les haies dans la ferme. Voilà, donc lui, par contre, il est bien cumulable avec l'éco-régime bio. Donc, il sera de 7 € hectare, en sachant que, et c'est la différence avec la situation actuelle, 1 mètre linéaire de haie, ça correspond à 20 mètres carrés. Donc, je vous passe un peu ça, c'est comment dire, on va dire que c'est un subterfuge qu'a utilisé le ministère en doublant en fait la concordance entre le mètre linéaire de haie et la surface. Ça permet d'être 2 fois moins exigeant en termes de surface de haie, en termes de linéaire de haie par rapport à maintenant. Voilà. Donc, en fait, 2% de haie en 2022, ça correspond à 1% de haie en 2023. Voilà. Bon. Donc, ça, voilà. Autant c'était bénéfique d'avoir reconnu la haie dans la PAC, autant là, c'est un recul. Alors, les coûts de la certification, en gros, gestion durable des haies, comme l'aspect labellé, enfin, il y a plusieurs certifications de gestion durable. En gros, ça va payer
ça va rémunérer les coûts de cette certification, les 7 euros. Voilà. Et ah oui, une remarque quand même, si c'est pas cumulable avec la MAEC entretien durable des lignes, ce bonus EF. Donc, si vous envisagez de prendre cette MAEC-là, ce sera au détriment du bonus EF. Donc, il faudra faire un choix. Alors, pour résumer là, vous avez un tableau. Alors, on va l'expliquer un petit peu. Donc, ça, vous pourrez y revenir, hein, puisque la présentation, là, l'enregistrement qu'on fait, là, elle va être mise en ligne. Et puis, je pense que le tableau là, c'est nous qu'on l'a fait, mais il sera sur le site de Biocentre. Si vous êtes 100% bio, si la ferme, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez la voie de la certification. Plus, vous pourrez bénéficier du bonus haie. Mais si, je le rappelle, votre ferme est bien 100% bio et que votre certificat bio, enfin votre attestation bio est bien la même que votre déclaration PAC. Par contre, la MAB est supprimée. Alors, la MAB est supprimée, mais en 2023, on n'a encore pas, il y aura une MAB, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, on aura une MAB qui sera non pas dans le cadre de la PAC, mais financée par le Conseil régional et le Fonds européen, en fait, qui répond à la PAC de cette année, qui va être prolongée en 2023. Par contre, on n'a encore pas de certitude sur l'aspect cumul de l'éco-régime avec la MAB. Normalement, non, mais bon, on n'est pas sûr. De la même façon que l'éco-régime sera cumulable. On va peut-être, tu le mets pas là, mais je crois que c'est la diapo d'après. Hein. Donc, il sera cumulable avec la CAB dans certaines conditions. Donc, si on est en AB et en conversion, c'est-à-dire que si vous avez des parcelles qui sont déjà certifiées et des parcelles en conversion, qu'elles soient en C1 ou C2, donc c'est toujours la même chose. Hein. Il faut bien que votre 100% de votre attestation de surface correspondent au 100% de votre déclaration PAC. Donc là, vous avez droit à la voie certification, vous avez droit au bonus haie, vous avez droit à la CAB si vous, comme votre CAB, en fait, votre demande de contrat CAB, elle ne porte pas sur 100% de votre SAU, il n'y a pas de problème. Au cas maintenant, vous êtes 100% en conversion bio sur votre ferme. Alors, c'est un cas rare, mais qui arrive quand même. Voilà, vous avez tout passé en bio, vous passez tout en bio en 2023. Et donc, vous êtes tout en C1, où vous aviez commencé à passer en 2022, mais vous n'aviez pas fait de demande de CAB en 2022. Dans ce cas-là, donc 100% de votre ferme est en conversion. Donc là, vous avez droit à l'éco-régime alors, si la CAB dépasse sur 100% de la surface. Voilà, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. Alors, oui, c'est le tableau qui me complique. En fait, je préfère, moi, dire, si vous avez 100% de votre ferme en bio, la bonne solution, c'est de ne pas demander la CAB sur 100% de votre surface. Vous la demandez sur 99 ou 99,5 de votre surface. C'est-à-dire que même si vous êtes tout en conversion, voilà, vous avez droit, si vous êtes tout en conversion, vous avez droit à l'éco-régime, puisque 100% est mené suivant le cahier des charges bio. Par contre, ne demandez la CAB que sur 99% où vous gardez une parcelle, voilà, sur laquelle vous ne demandez pas la CAB, même si vous êtes en dessous du plafond. Hein, en général, c'est pas très grave, ça va vous faire perdre peut-être voilà, 100 € ou 150 € maximum. Voilà. Et du coup, vous pourrez cumuler avec l'éco-régime. Si vraiment vous voulez demander la CAB sur 100% de votre SAU, à ce moment-là, vous ne pouvez pas prendre la voie de la certification, vous perdez l'éco-régime. Donc, vous allez perdre de toute façon beaucoup plus que ce que vous auriez à gagner. Voilà. Je pense que ça, c'est... on va peut-être y revenir, hein, mais il faut l'avoir, quoi. Vous gagnez beaucoup en complexité, vous perdez de l'argent, etc. Donc, je pense que ce qu'il faut là, on l'a mis dans le tableau de manière à prendre tous les cas, mais
ce qu'il faut garder en tête, si vous êtes 100% en conversion, eh ben, vous demandez une CAB sur pas toute votre surface et du coup, vous pourrez cumuler l'éco-régime et la CAB. Voilà. Pour Laurent, est-ce que c'est clair là du coup par rapport à la question quelle entrée pour une exploitation? C'est bon? Oui, c'est. Attends, je sais pas le son. Oui, c'est bon, merci. J'ai l'explication après. Ok, Voilà. Et si vous êtes en mixité, par contre, si toute votre ferme n'est pas en bio, si vous avez encore des parcelles en conventionnel, là, de toute façon, il n'y a pas de dérogation possible. Vous n'avez pas droit à l'éco-régime bio. Voilà. Et donc, vous devez prendre l'éco-régime soit par la voie des pratiques, soit par la voie de la biodiversité. Hmm. Alors, le paiement redistributif, du coup, je n'ai pas les numéros des diapos, donc je ne sais pas si c'est moi ou Jean-Marie qui en parle. C'est toi. Ouais, c'est moi. Donc, lui, il est reconduit sans modification, malgré les demandes. Donc, du coup, c'est toujours sur les premiers 52 hectares. Ce sera environ 48 € de l'hectare et il y a la transparence directe. Donc, ce qu'il faut… et il y a, alors ça, c'est une nouveauté, un paiement jeune agriculteur qui aura un montant forfaitaire de 4 469 €, qui sera versé pendant 5 ans et aussi avec la transparence GAEC. Par contre, la définition jeune agriculteur, donc elle, je ne sais pas si elle a évolué, je ne suis pas sûr. Donc, faut que vous correspondiez aux critères jeune agriculteur. C'est à moins de 40 ans, être agriculteur actif. Donc ça, on a vu qu'il y avait une définition d'agriculteur actif. Et au niveau de la formation, soit il faut avoir un diplôme niveau 4, ou alors un diplôme niveau 3 et 24 mois d'expérience professionnelle, ou alors, si on n'a pas de diplôme, il faut avoir 40 mois d'expérience professionnelle. Donc ça, c'est nouveau. Et je le rappelle, c'est une des aides, ces deux aides-là, elles sont a priori, elles ne peuvent être touchées que par quelqu'un qui active des DPB, au moins une DPB ou une partie de DPB. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra clarifier d'ici bien sûr la déclaration et on vous en dira plus. Hein. Nous, on essaye d'avoir, pour tous ceux qui n'ont pas fait de déclaration PAC jusqu'à présent et donc n'ont pas de DPB, alors les JA, il n'y a pas de problème en général, eux, ils sont prioritaires au niveau de la réserve, donc même un JA qui va faire sa première déclaration en 2023, lui, il aura laissé DPB. Par contre, les plus anciens, on va voir comment on peut faire pour qu'il y ait une distribution gratuite, hein, parce que il y en a beaucoup qui se lancent à chercher des DPB. Nous, on trouve quand même que c'est assez, comment dire, de faire un marché des DPB. On sait qu'il existe, mais c'est pas normal, quoi. Voilà, que ce soit pas celui qui exploite la terre qui est les DPB, quoi. Voilà, donc ça, faut avoir ça. Un temps question. Alors, ouais. Il y avait une question de chat tout à l'heure hein, par rapport à s'il y a un cas de pollution avec déclassement de parcelles, comment on s'en débrouille est-ce qu'on peut ne plus être en 100% bio, du coup, au moins temporairement? Normalement, si la pollution n'est pas du fait de l'agriculteur, ou si pour une raison ou pour une autre, il y a un déclassement qui est pas de la responsabilité de l'agriculteur, de fait, elle redémarre en conversion, la parcelle. Donc, elle est toujours 100%, la ferme sera toujours 100% menée en agriculture biologique. Alors après, il va falloir faire attention que ça se cale bien entre les documents de l'OC que l'OC fournira à la DDT, sachant que les DDT, alors c'est en train de se caler, hein, ça peut encore s'améliorer. Pour le moment, les DDT, elles ont accès, si l'agriculteur donne l'autorisation, elles ont accès au certificat à Bureau Veritas et à EcoCert. Voilà. Normalement, ça doit s'améliorer avec la mise en ligne des certificats. Voilà. Mais donc ça, c'est un truc auquel il faudra veiller. Mais en pratique, la ferme, elle restera 100% bio, sauf si l'agriculteur décide de plus mener en bio sa parcelle. Mais si c'est pas de son fait, c'est-à-dire que si c'est pas volontaire de sa part, la ferme, elle repart en conversion. Y a-t-il d'autres questions?
C'est parfait, tout est clair. Alors, on va passer la parole à Jean-Marie pour la suite. Jean-Marie, c'est bon pour toi? Voilà, maintenant on va parler des aides de couplet. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on vous a parlé des aides découplées, qui sont les DPB. Et donc maintenant, on parle des aides couplées. C'est-à-dire couplées, pourquoi? Parce qu'elles sont liées à la production. On va commencer par les productions animales. Dans le tableau qui est là, vous avez l'aide aux veaux bio, l'aide pour les ovins, l'aide pour les caprins. Je commence par ces trois aides-là parce que dans la nouvelle PAC, elles ne vont guère changer, quoi, hein. Donc, ce qu'il y avait avant va continuer, grosso modo, quoi. Par contre, ce qui change, c'est l'aide couplée pour les bovins. Avant, il existait une aide pour les bovins laits et une aide à la vache allaitante. Euh, Maintenant, les deux enveloppes qu'il y avait pour ces deux types de bovins, les bovins laits et les bovins allaitants, a été réunie et il y a donc une enveloppe unique bovin. L'aide change au fait qu'elle n'est plus une aide à la vache, mais une aide à l'UGB. Et donc, il y a deux niveaux d'aide. Un niveau à 110 € par UGB et un niveau à 60 € par UGB. Attention, les chiffres, ils peuvent varier légèrement. Voilà, c'est les chiffres connus aujourd'hui, quoi. Je ne sais pas, Christelle, s'il y a la diapo d'après où on va un peu dans le détail pour l'aide bovine, vu que c'est celle qui change le plus et pas les autres. Non, on n'a pas de complément. La diapo d'après, on passe aux aides couplées végétales. D'accord. Alors, juste pour dire un petit mot, si tu reviens aux aides, au tableau, là, l'aide maximum de 110 € par UGB, elle concerne les femelles de race allaitante ainsi que les mâles de race allaitante et aussi les mâles de race laitière. Ne sont concernés que les UGB, ne sont concernés que les UGB qui ont plus de 16 mois. Le niveau inférieur à 60 €, là, ça concerne les races laitières et les mâles qui n'étaient pas éligibles puisqu'il y a un plafond. Les mâles qui n'étaient pas éligibles à l'aide supérieure à 110 € parce qu'il y a un plafond du nombre d'UGB éligibles qui est de 120 UGB maximum par ferme avec la transparence GAEC. Et il y a un plafond de 40 UGB pour l'aide minimum, notamment pour les bovins laits. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire, les gros changements. Si après, il y a une autre limite, c'est le chargement. Il ne faut pas dépasser 1,4 UGB par hectare de surface fourragère. Et là, l'hectare de surface fourragère, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mêmes hectares de surface fourragère qui sont pris en compte dans le cadre de l'ICHN. Autrement dit, c'est les surfaces fourragères plus les hectares de céréales, mais dédiés au troupeau, consommés par le troupeau. Voilà, voilà un petit peu la nouvelle règle pour l'aide bovine. Ensuite, dans les aides couplées, il y a les aides végétales. Alors, d'abord, il y a les légumineuses à graines et les légumineuses fourragères, mais pour la déshydratation, ou les légumineuses pour la production de semences. Ça, c'est un premier niveau. Et donc, vous avez à peu près une estimation du montant là, autour de 100 €. Ensuite, les légumineuses fourragères. Donc là, c'est bien pour faire des fourrages. Soit elles sont cultivées pures, ces légumineuses,
soit elles sont en mélange, mais si elles sont en mélange, il faut que ces légumineuses représentent plus de 50% du mélange. Et 50% de quoi? C'est 50% du nombre de graines au moment du semis. Dans le cas de mélange, l'aide, elle n'est perçue que l'année du semis. Voilà. Cette aide à la légumineuse fourragère s'applique pour les éleveurs ou les agriculteurs qui sont dans des fermes en polyculture élevage, donc il y a des animaux, et pour les céréaliers qui n'ont pas d'animaux, il leur faut un contrat avec un éleveur. Voilà. Après, vous sont présentées quelques aides particulières au niveau des aides couplées. Peut-être qu'il faut retenir, c'est le houblon, le chanvre. Christelle, il faut peut-être que tu coupes le micro de Laurent parce que je crois qu'il doit avoir… On peut peut-être dire, là, puisque tu parles de ça, Jean-Marie, qu'au niveau de la FNAB, on essaye d'obtenir, on a demandé au ministère que les bio qui font des légumineuses, même s'ils n'ont pas de contrat, ils puissent avoir cette aide couplée, quoi. Parce que c'est vrai que on est quand même en situation où on est obligé d'avoir en bio, en grande culture, on est quand même obligé d'avoir des légumineuses fourragères. Et c'est vrai que c'est handicapant. Et donc, s'ils veulent vraiment développer la bio, il faut qu'ils en tirent les conséquences. Alors, cette diapositive pour vous dire que dans les aides couplées, il y a des nouveautés. Et notamment, c'est que maintenant, les maraîchers ainsi que la viticulture et l'arboriculture auront droit à des aides de la PAC. Et donc là, vous avez pour les maraîchers cette aide donc autour de 1 600 € par hectare. Il faudra avoir 0,5 hectares de culture de légumes et un maximum de 3 hectares. Voilà ce qu'on peut dire là. Vraiment, ça, c'est vraiment des nouveautés qui n'existaient pas dans les PAC précédentes. Je peux poser une question ou pas? Oui, y a-t-il des questions? Là, il y a un problème sur un micro, je pense. Peut-être le mien. Mais vous êtes au téléphone en même temps que d'être… Non, pourtant non. Il y a un ampli, un haut-parleur? Non, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais l'écrire, je vais couper mon… Ok, merci. Agnès, la question pour la Viti, vous pouvez préciser? Juste pour la Viti, bonjour. Par rapport aux aides, ça correspondrait à quoi, s'il vous plaît? Merci. De Jean-François ou de… Jean-François, tu veux répondre? Non, je vais laisser Jean-Marie. Là, je ne sais pas. Pour les aides de façon générale, sur l'éco-régime peut-être? Tu peux répondre, ça? Ah, mais sur l'éco-régime, il n'y a pas de souci. Après, non, je pensais que… Parce que Jean-Marie a parlé d'arboviti, là, dans les aides végétales, les aides couplées végétales. Donc ça, moi, je n'ai pas pioché le dossier. Par contre, oui, il n'y a pas de problème pour toucher l'éco-régime, quelle que soit sa production, à partir du moment où la ferme est en bio ou en conversion. Et pareil, il y a les… Agnès?
et que ce soit pour l'éco-régime bio ou pour les autres voies, hein, les autres voies pour une ferme vitique qui ne serait pas tout en bio, et ben, par la voie des pratiques, voilà, ou par la voie de la biodiversité, c'est accessible aussi, mais à un niveau moindre. Agnès, si vous avez des questions complémentaires ou la réponse de Jean-François convient? Non, non, c'est gentil. Merci beaucoup. De rien. Pour Laurent, les fraises sont considérées comme des petits fruits, oui. Et par rapport aux plantes aromatiques et médicinales, est-ce qu'elles sont concernées par des aides couplées? Jean-François, Jean-Marie, moi je ne les vois pas apparaître spécifiquement, mais oui, je ne les ai pas vus, moi, dans la définition du maraîchage, effectivement. On aurait pu penser qu'elles soient intégrées dans la définition des terres maraîchères, mais ce n'est pas le cas. Je peux quand même encore. Il me semble qu'elles sont éligibles, donc, mais j'arrive pas à retrouver la référence. Donc, du coup, on va noter et on répondra. Oui, c'est ça. OK pour vous, Brigitte? Alors, un nouveau message de Laurent. Sans UGB, je n'ai pas d'aide sur les légumineuses. Ça, c'est une question de Maxime. Alors, c'est sans contrat. Sans contrat avec un éleveur, effectivement, pour le moment, il n'a pas d'aide. Donc, on essaye d'avoir ça. C'est quelque chose qu'on essaie de faire bouger, quoi. Et il n'y a pas d'aide aux légumineuses fourragères. Ah oui, fourragères. Oui, sur les légumineuses. Pour ce qui est de l'aide couplée, quoi. Voilà, ouais. Pour l'aide couplée. Par contre, si il y a des légumineuses pour faire de la graine, par exemple, faire du trèfle violet ou une luzerne pour faire de la graine, ou si on fait de la luzerne pour la déshydratation, même si on n'a pas d'UGB, l'aide couplée, elle marche. C'est bien. Il y a deux. OK. Tu peux mettre la diapo avant. Tu remontes d'une diapo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, semble-t-il, c'est clair. Donc, on va avancer. Il nous reste une demi-heure. Donc, Jean-François, tu prends le relais sur ce transfert sur les 3 diapos suivantes, s'il te plaît? D'accord. Donc, effectivement, donc là, on va passer au deuxième pilier, c'est les mesures agro-environnementales qui ne touchent pas tout le monde, donc, bien sûr. Donc, dont on fait encore partie la conversion. Donc, il n'y a plus de MAB, et il reste les MAEC et un certain nombre d'autres mesures, voilà, qui sont comprises dans le FEADER. Alors, on l'a vu, le niveau comment dire, l'enveloppe qui a été prise sur le premier pilier pour abonder le deuxième pilier n'a pas changé par rapport à la PAC actuelle. Et donc, cette aide du deuxième pilier, elle finance un certain nombre d'actions, d'aides, donc grosso modo liées à l'environnement ou au social, dont une partie sont gérées par les régions et une partie sont gérées par l'État. Donc, bon, au niveau d'agriculteur, on ne voit pas forcément la différence. Pour autant, ça change beaucoup. Il y a par exemple, les CAB étaient gérés par la région jusqu'à présent. Maintenant, ça va repasser à l'État. Donc, les MAEC aussi étaient gérés par la région. La plupart vont repasser en gestion de l'État. Tout ce qui est surfacique, en gros, repasse au niveau de l'État. Et ce qui reste en linéaire, mais c'est beaucoup moins important, reste géré au niveau de la région. Au niveau de la région, il y a encore
l'aide apiculture, l'aide aux ruches, la protection pour les races menacées, qui concerne pas mal de bio, qui reste gérée par la région. Voilà, donc le plus important en termes d'enveloppe et ce qui concerne la bio, c'est donc les aides à la conversion, donc qui devient gérée par l'État. Donc, c'est toujours la même. Alors, on peut peut-être, pour avoir une petite vision historique, c'est intéressant, c'est qu'au niveau de l'Europe, ils ont fixé un objectif de 25% de la SAU en bio en 2030, au niveau de l'ensemble des pays de l'Europe. En France, alors qu'actuellement, il faut savoir qu'actuellement, en France, on est à 9% à peu près de la SAU en bio, même 10%, ce qui est plus que la moyenne européenne. Pour autant, le ministère a décidé de se fixer un objectif inférieur à celui de la Commission, à celui de l'Union européenne. Et donc, c'est 18%, ce qui est effectivement déjà pas mal. C'est donc un doublement avec la surface en bio, pas cette année, mais l'année dernière. Et puis, donc, l'enveloppe qu'il a consacrée à ça, c'est 340 millions d'euros. Donc, qui devrait répondre à cet objectif de 18%. Et donc, ces objectifs, effectivement, l'aide, c'est toujours les mêmes, c'est accompagner la dynamique bio et inciter la conversion en bio. Pour les agriculteurs concernés, donc ça va être sur des contrats des contrats de 5 ans. Et donc ça, faut bien noter pour ceux. Alors, on va dire que ceux qui se convertissent, ils n'étaient pas forcément au fait, mais il y a eu beaucoup de problèmes l'année dernière, encore jusqu'à l'année dernière, on va dire, parce que les contrats CAB, comme les contrats MAB, ils prenaient la suite des démarches qui avaient déjà été engagées avant. Et donc, il y a eu des contrats de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce qui a amené des gros problèmes. Et chez beaucoup de producteurs bio, ils ont même dû certains non, puisque ça a chiffré à 1 million d'euros au total, qui ont dû rembourser des aides qu'ils avaient obtenues par en fait une méconnaissance des règles liées à ces contrats, ce qu'on a appelé des contrats courts. Donc là, ce sera de toute façon des contrats de 5 ans. Le plafonnement, il sera régional. Au niveau région centre, donc nous, on avait proposé un contrat de 30 000 euros qui normalement a été retenu par les financeurs, par la DRAF. Mais tant que ce sera, c'était déjà arrivé en 2015, donc on est un peu échaudé. On avait déjà négocié ce plafond de 30 000 et puis au final, il a été de 25 000. Et il a même encore baissé après à 20 000 parce que l'enveloppe n'était pas suffisante. Normalement, là, l'enveloppe qui devrait être suffisante, je pense que bon, il n'y a pas de problème normalement, et donc on est à peu près sûr que ce soit 30 000, mais tant qu'il n'y a pas l'arrêté préfectoral du préfet de région qui a acté ça, voilà, faut toujours, on peut pas être sûr à 100%, on est à 99%. Donc, le cumul est possible avec l'éco-régime bio, donc celui à 110 euros, si les surfaces engagées dans la CAB sont inférieures à 100% de la SAU. Donc, inférieur, c'est 99,5%, c'est inférieur. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faut redire à tous les gens qui se convertissent d'un coup. Voilà, ne demandez pas, ou alors ceux qui sont, à tous les gens qui se convertissent d'un coup, ne demandez pas la CAB sur 100% de votre SAU. Le cumul est possible avec certaines MAEC localisées. Il y a, par exemple, alors, le cumul, ça, on y reviendra si vous voulez. Hein, on peut faire une conférence sur les cumuls avec les MAEC ou sur les MAEC. Pour autant, il y a un tableau qui est très bien fait, qui est sur le site de la DRAF et qu'on peut vous fournir, qu'on peut mettre aussi sur le site du centre si vous voulez, sur les possibilités de cumul. Le cumul, il peut être à l'exploitation. Par exemple, vous pouvez avoir vous pouvez avoir la CAB, par exemple, sur 100% de votre ferme, on va dire sur 99%. Et puis, vous pouvez le cumuler, par exemple, si vous avez des porcs plein air, vous pouvez le cumuler avec votre atelier de porcs plein air ou de volailles plein air, y compris sur les parcelles où vous demandez la CAB. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est cumulable au niveau de l'exploitation, au niveau de la parcelle. Par contre, il y a des cumuls qui vont ne se faire qu'au niveau de l'exploitation. Par exemple, on parlait des MAEC Viti. Il y a des MAEC Viti Argo. Ça,
alors c'est à vérifier, hein, parce que des fois, ma mémoire me joue des tours, mais ça va être cumulable, mais pas sur ce sera cumulable à l'exploitation, c'est-à-dire pas sur les mêmes parcelles. Par exemple, vous pourrez demander la CAB sur vos surfaces en céréales, par exemple, mais si vous avez une MAEC sur la vitie, par exemple, si vous êtes déjà en vitie, en gros, et que vous allez convertir vos cultures, vos terres arables, les cultures annuelles, vous pourrez demander la CAB sur vos cultures annuelles et avoir la MAEC sur vos surfaces en vitie. Voilà. Donc ça, c'est aller voir dans le détail, il y a un très grand tableau qui ne tient pas dans l'écran et pour vérifier. Voilà. Et donc, les montants de CAB, ils ne changent pas, sauf sur un point, c'est pour les grandes cultures, les cultures annuelles qui passent de 300 à 350 € hectare. Voilà. Et donc, les légumineuses fourragères seront considérées comme une culture annuelle et on ne va pas demander, ce qui a beaucoup posé de problèmes justement sur les contrats courts, c'est que la rotation avec une grande culture pour ces légumineuses fourragères, il fallait qu'il y ait une année en céréales sur la durée du contrat. Voilà. Et là, ce sera plus demandé. Et donc, sur les 5 années, il n'y aura plus forcément une rotation avec une céréale qui sera exigée pour pouvoir toucher la CAB. On peut dire que c'est le ministère a tiré un peu les conséquences de ces erreurs mais ça a coûté cher à pas mal de personnes. En fait. Donc voilà, les montants, vous les avez là. Donc voilà. Et donc, c'est surtout pour les cultures, c'est que pour les cultures annuelles où ça change. Donc, je ne sais pas, on a déjà bien insisté là-dessus. Voilà, il ne faut pas que la CAB soit demandée sur 100% de la SAU si vous voulez toucher l'éco-régime bio, le niveau bio, le niveau 3. Voilà. Donc, alors là, ça vous redit encore ce qu'on vous a déjà dit. Donc, bon, si vous avez 100% des surfaces qui sont certifiées bio, donc qui sont certifiées. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez l'éco-régime, votre éco-régime à 110 €, plus vous pouvez toucher le crédit d'impôt bio à 4 500 €. Hein. Mais vous n'aurez pas de MAB sous réserve de ce que sera la MAB 2023, mais on n'en sait encore pas assez. Et de toute façon, on fera une présentation lorsque les conditions pour avoir la MAB 2023 seront réunies. Mais comme je le disais, cette MAB, elle ne sera pas dans la PAC. C'est une MAB que, on va dire, financera le conseil régional. Voilà, mais ça relève que du conseil régional. Et si on reste sur la PAC, donc ça, on ne va pas en parler là. Ce que vous pourrez cumuler, c'est votre crédit d'impôt avec l'éco-régime. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez une partie des surfaces qui sont en bio et une autre qui sont en cours de conversion, vous n'avez pas de problème pour demander la CAB sur l'ensemble de vos surfaces en conversion. Voilà. Plus, éventuellement, si c'est une petite ferme, vous pourrez le cumuler avec le crédit d'impôt dans la limite de 5 000 €. Si vous avez 100% des surfaces en conversion, je redis à ma façon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous mettiez 100% de vos surfaces dans la CAB, et comme ça, vous pourrez cumuler avec l'éco-régime. Voilà. Et puis, si vous avez une ferme mixte qui est en bio, en conversion, et puis une partie en conventionnel, là, vous ne pouvez pas toucher l'éco-régime bio, mais vous pouvez avoir l'éco-régime à travers la voie des pratiques ou à travers la voie de la biodiversité. Et vous pourrez, celles-là, les cumuler sans problème avec le crédit d'impôt bio. Voilà. Il y a une question sur la transparence GAEC dans le cadre de la CAB. Oui. Est-ce que Oui, il y a la transparence GAEC pour toutes les MAEC et la CAB aussi, je pense.
Oui, d'ailleurs, pour répondre à la question de tout à l'heure sur les PPAM, il y a Florent qui dit qu'il y a effectivement une liste qui devrait être publiée des cultures éligibles. Hein. Mais ça, c'est vrai pour l'aide maraîchage, c'est vrai aussi pour les aides légumineuses et toutes ces histoires un peu compliquées là sur la voie des pratiques et tout ça. Et puis les CAE, il y a des listes de cultures qui seront éligibles ou pas éligibles. Donc ça, c'est pour ça que là, on vous dit ça en gros et on ne rentre pas dans le détail. Parce que j'ai vu passer une liste des cultures, alors je ne sais plus quelles, mais bon, il y a des listes qui vont paraître, qui peuvent encore bouger d'ici la déclaration PAC. Donc c'est pour ça qu'on vous le répète, il faut vraiment, là, ça donne des ordres d'idées, mais vraiment, il faut se tenir au courant jusqu'à la déclaration PAC. Et au moment de la déclaration PAC, il faudra bien aller vérifier que les textes qui sont, les documents qui sont dans votre qui sont dans Télépac, voilà, que c'est bien toujours les mêmes pour se baser dessus. Quoi. Voilà, faut faire attention, quoi, à pas se baser sur des choses qu'on croyait acquises, parce que des fois ça peut changer, et des fois une virgule ça peut changer du tout au tout. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez un tableau hein, qui résume le cumul entre les mesures. Voilà, je pense que voilà. Alors, si nous en venons aux MAEC surfaciques, MAEC surfaciques donc qui sont gérées par l'État. Donc, elles sont classées en quelques grands thèmes, biodiversité, bien-être animal, autonomie, fourragère, sol, eau, et eau, culture pérenne et eau, grande culture. Voilà, donc là, vous avez le schéma global avec ce qui est géré par l'État et puis ce qui est géré par les régions, sachant que effectivement, les régions, alors c'est encore pas tout à fait calé, mais alors, on va passer vite parce qu'en fait, normalement, les régions, elles ont des MAEC qui s'appellent forfaitaires ou transition, mais il n'est pas du tout sûr que les régions aient le temps de l'activer pour 2023. Donc, bon, on vous tiendra au courant si ça avance. Pour le moment, ce qui est prévu, c'est une MAEC forfaitaire, baisse des IFT, en fait, voilà, réduction des pesticides, on va dire, ou bilan carbone, ou autonomie protéique. Ils sont en train de caler les cahiers des charges. C'est encore pas du tout défini. A priori, ces MAEC forfaitaires, on va dire que les bio, dans leur grande majorité, il n'y aurait pas droit, parce que en fait, ça rémunère une avancée soit en termes de réduction, de baisse de son bilan carbone, ou d'autonomie, ou de baisse des IFT, mais de fait, nous, on n'est pas concernés par une baisse des IFT. Et donc, pour le moment, là, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est que ces MAEC forfaitaires, elles puissent rémunérer des gens qui sont déjà engagés dans l'agro-environnement depuis longtemps et qui ont des pratiques. Malheureusement, pour le moment, ça semble pas très écouté par les financeurs, par le conseil régional, de rémunérer des pratiques. Et il continuerait. Alors, il n'y a pas que notre conseil régional, hein, c'est quelque chose qui a été discuté au niveau de régions de France, donc de l'ensemble des conseils régionaux. Et ils ne veulent pas rémunérer les pratiques, ils veulent bien rémunérer que la transition. Bon, on trouve que c'est vraiment dommage parce que les transitions, rien ne garantit qu'au bout de 5 ans, on ne revienne pas en arrière, alors qu'ils rémunéreraient des pratiques comme la bio. Il y a quand même une garantie d'un engagement environnemental beaucoup plus fort. Par contre, les MAEC apiculture et protection des races menacées, donc ça va continuer à peu près sur les mêmes cahiers des charges qu'actuellement, donc ceux qui en bénéficient actuellement et continueront à en bénéficier. Et normalement, la région devrait gérer elle-même ces MAEC-là, donc on ne sait pas trop, donc il est possible que ce ne soit pas par les DDT, ce soit par les régions, mais ça, c'est encore pas calé non plus. Et quant au MAEC géré par l'État, par la DRAF, donc ça, ce sera toujours pareil, ce sera par les DDT, il faudra déposer son dossier. Non, je vous connais, ce sera par notre déclaration PAC. Et puis, alors ce qu'on fait, on a suivi quand même, alors c'est variable suivant les GAB, hein, mais les GAB essayent de faire le suivi de manière à vous informer des MAEC qui seraient accessibles sur vos territoires, parce que les MAEC sont territorialisés, hein, donc
au sein d'un département. Il y a des territoires qui vont être, voilà, vous l'avez là. Voilà, donc vous avez chaque territoire qui a un symbole ou une couleur différente. Et donc, alors, renseignez-vous sur l'évolution de ce qui se passe, sur quel MAEC peut vous concerner. Il n'y a qu'une MAEC qui est sur l'ensemble du territoire régional, c'est la MAEC monogastrique, bien-être animal monogastrique, et c'est Biocentre qui la coordonne, qui est porteur du PAEC. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais c'est la seule. Tous les autres, c'est sur des territoires plus localisés. Voilà. Donc, renseignez-vous soit auprès de votre GAB, soit auprès d'autres interlocuteurs, de la Chambre d'agriculture. Il y a aussi des CEN, il y a d'autres, il y a des pays qui mènent des MAEC. Voilà. Donc, renseignez-vous pour savoir quel MAEC vous pouvez souscrire. Et après, voir si c'est cumulable ou non. Voilà, c'est tout ce qui fait après cette réflexion globale pour articuler votre déclaration PAC au mieux. Alors, c'est MAEC surfacique, donc gestion État. Donc, pareil, c'est des engagements de 5 ans. Hein, donc, il n'y aura pas non plus de MAEC sur moins de 5 ans. Donc, les cumuls de MAEC et de l'éco-régime bio est possible sous certaines conditions. MAEC et CAB possible aussi sous des conditions. Plafonnement MAEC, ça c'est en train de se caler. On ne va pas les annoncer, mais il sera toujours inférieur au plafond de la CAB. Hein, on a obtenu ça parce qu'au départ, la DRAF était partie pour certaines MAEC réduction de pesticides, par exemple, qui soient supérieures au plafond CAB, on arrivait là dans les absurdités totales. Les plafonnements globalement des MAEC ils ont monté par rapport au plafonnement actuel, ce qui ne va pas s'en poser de problème, puisque en fait les MAEC, elles ont été élargies. Donc on peut supposer qu'il y aura beaucoup plus de candidats au MAEC, d'autant plus qu'il n'y a pas de MAB. Et donc en montant les plafonds et en ayant plus de candidats, ça risque de coincer sévère. Bon, on a fait la remarque à la DRAF, mais on n'a pas tenu compte. Et donc ça veut dire que ça veut dire quand même une chose, ça veut dire que la sélection, elle va se faire dans l'ordre d'arrivée. Il y a de grandes chances des demandes de MAEC. Donc, c'est pour ça qu'on insiste pour que vous vous renseigniez sur les MAEC auxquels vous seriez accessible, auxquels vous pourriez accéder sur votre ferme et sur votre territoire, de manière à ce que vous soyez bien vous déposiez votre pré-candidature de manière à que votre dossier soit retenu. Voilà. Et donc, ce qui change aussi par rapport à avant, on reste là, c'est effectivement, avant, il fallait que le siège social ou une majorité de la ferme soit dans le PAEC. Là, il suffit d'avoir une parcelle dans le territoire concerné par la MAEC pour que vous soyez éligible. Voilà. Donc, c'est important c'est le moment, en tous les cas, ça, c'est vraiment le moment de le faire, de se renseigner sur les MAEC sur votre territoire. Et vous pouvez le faire auprès de votre GAB, qui vous donnera les territoires concernés et les MAEC susceptibles d'être activés sur votre territoire. Donc voilà, ça c'est les projets de PAEC, et un PAEC qui peut concerner plusieurs MAEC. Il y a des questions sur cet aspect-là? Voilà, donc par exemple, là dans le chat, il y a Florent, l'animateur du GAB du Cher, qui a reprécisé à tous les adhérents que les formulaires d'intention de MAEC sont envoyés à la Chambre d'agriculture du Cher à partir du 15 novembre, et pas avant. C'est à partir du 15 novembre. Mais si vous voulez souscrire à une MAEC qui est portée qui est dans le Cher, vaut mieux faire ça le 16 novembre ou le 15 novembre, même c'est encore le mieux d'envoyer votre courrier. Parce que je rappelle qu'en 2015, il y avait déjà eu le même coup et qui a priori serait moins grave, mais les bio, nous, c'était pas beaucoup. On pensait que l'enveloppe qui était destinée à la MAB serait suffisante. Or, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Et en fait, tous ceux qui n'avaient pas déposé leur déclaration d'intention, je crois qu'il y avait eu une réunion début avril, faite par la Chambre et la DDT. Mais tous ceux qui sont arrivés après, ils n'ont jamais pu avoir le dossier MAEC. Voilà. Sachant que c'était une MAEC qui finançait mieux que la MAB. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Assurance récolte.
Alors ça, ben, c'est effectivement des relatives nouveautés dans la PAC. Ça, voilà, on n'a pas. Je pense que c'est pareil aussi. Je pense que vous avez déjà commencé à regarder ce que vous comptiez faire entre ceux qui comptent. Alors, en tous les cas, il y a de l'argent de la PAC qui va sur cette nouvelle formule d'assurance récolte. Ça va avec une refonte globale du système de calamité. Voilà, il y a beaucoup plus de choses qui sont assurables. Et du coup, à partir du moment où c'est assurable, la procédure calamité sera moins favorable pour ce qui relève de l'indemnisation des calamités par l'État. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Mais là aussi, faut aller voir ça dans le détail parce que c'est assez compliqué. Mais par contre, si vous avez des questions sur le sujet ou des demandes d'évolution, faut les faire remonter. Voilà, je sais que, par exemple, voilà, enfin, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez des problèmes avec ça, voilà, faut faire remonter ça au niveau du réseau et au niveau de votre GIA. Alors, ça, c'est alors ça, c'est aussi oula, c'est Jean-Marie donc qui doit faire ça parce que là, je suis non, c'est pareil. Oui, là, j'ai pas travaillé vraiment le dossier. Je pense que s'il y a des questions là-dessus, en tous les cas, voilà, c'est une nouveauté. Je sais pas si vous connaissez. En tous les cas, je sais pas. Moi, j'ai pas travaillé ce sujet-là. Par contre, j'en profite peut-être pour dire quelque chose. C'est que quelque chose qui se met en place, c'est le Conseil stratégique phytosanitaire, le CSP. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place, qui va être obligatoire. Alors, du coup, je crois qu'on n'a pas fait de diapo dessus, mais c'est aussi c'est important quand même parce qu'on a vu, il y a des adhérents qui nous ont renvoyé par exemple des courriers de leur CER en leur disant qu'ils allaient être obligés bientôt d'avoir le certificat correspondant à un conseil stratégique phytosanitaire qui allait prendre la suite d'Ecophyto, du Certifito, et que s'ils voulaient l'éviter, il fallait qu'ils s'engagent dans une démarche d'HVE. Alors, du coup, c'est le moment, du coup, j'ai Véronique qui est à côté de moi, voilà, c'est ça. Et elle me sort un papier de la Chambre d'agriculture qui dit la même chose. Alors, faut savoir que, en fait, si les fermes bio, et donc c'est toujours la définition de la ferme bio, c'est la ferme 100% bio, est considérée comme répondant aux exigences donc de ce conseil stratégique phytosanitaire, sans plus de, voilà, en gros, c'est vous soyez en HVE ou en bio, c'est pareil. Vous êtes, comment dire, vous dérogez à l'obligation de CSP. Voilà. Alors, la DJA, donc, c'est une des mesures de la PAC qui passe sous gestion du Conseil régional. Alors, pour le moment, ce n'est pas calé encore au niveau de la région, c'est en train de se caler. Au niveau des propositions de la région, pour le moment, elles nous semblent assez intéressantes. Il y a alors, ce qu'a proposé la région, c'est d'avoir une aide socle qui serait entre 12. Alors là, du coup, je ne vois plus mes notes, mais je le dis de mémoire, Christelle, tu me corrigeras si c'est faux. Le socle qui serait entre 12 et 15 000 euros, suivant les objectifs d'installation par an. Et là, je crois qu'on est sur un objectif de 280 à 300 installations par an. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça couvrirait moins de la moitié des départs. Et sur ce socle se rajouteraient 3 modulations. Donc, une modulation, soit si on est en élevage, soit si on est en bio, qui serait une modulation de 10 000 euros. Une modulation si on a des investissements supérieurs
à, rappelle-moi, Christelle, combien? Supérieur à 100 000 €. On n'a pas compris. 100 000 €. Voilà, donc si les investissements supérieurs à 100 000 €, on aurait 10 000 € de modulation et il y aurait un suivi post-installation qui serait mis en place, qui permettrait d'avoir une modulation, elle, d'ivoire. 3 000 €. 3 000 3 000 €. €. Voilà. Donc actuellement, on est en train de travailler à avoir un suivi post-installation pour les installations en bio ou alors ceux qui veulent éventuellement, qui ne sont pas passés en bio au moment de leur installation, mais dont l'objectif est de passer en bio rapidement, voilà, et qu'on puisse qu'ils puissent avoir un suivi adapté à leurs objectifs. Voilà. Et parallèlement à cette, alors ça, c'est des propositions du Conseil régional. Pour le moment, il y a eu pas mal de critiques, des JA par exemple en particulier, et donc on ne sait pas encore. Nous, on a plutôt soutenu. Bon, on a pensé que ça allait plutôt dans le bon sens, et surtout d'avoir un objectif d'augmenter le nombre d'installations, c'était important. Et donc, alors parallèlement à cette aide qui est pour les gens qui ont la DGA et donc qui sont reconnus DGA au titre de la réglementation de la PAC, il y aura une aide qui sera aux nouveaux installés, une dotation DNA, donc ça veut dire dotation nouvelle installée, qui sera sur les mêmes bases avec un montant réduit, un montant qui serait peut-être environ de 50 ou un peu plus, 50% des montants de la DGA. Voilà. Donc là aussi, ça nous a semblé intéressant et du coup, ça, ce serait financé par les fonds propres de la région et non pas, bien sûr, sur de l'argent européen, quoi. Pas sur de l'argent de la PAC. Donc la DNA, juste pour dire, c'est pour les plus de 40 ans. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est comment dire, une demande d'évolution qu'on a demandé à la région, c'est de prendre aussi en compte des moins de 40 ans qui ne répondraient pas à certaines exigences de la définition européenne des DGA, quoi. Au moment, il n'y a pas de réponse. Il y a des questions sur cette partie avant de passer au PCAE? Alors du coup, on va donner la parole à Jean-Marie sur les PCAE et on a bientôt fini. Donc là, on sort bien des aides directes liées à la PAC. Hein. Les aides de PCAE, c'est des aides aux investissements. Donc, si vous faites des investissements, vous avez droit au PCAE. Le PCAE, il aura comme plancher d'aide, il aura comme plancher d'investissement 12 500 €. Hein, ça change un peu par rapport au PCAE des années précédentes. Et il est plafonné à 90 000 € d'investissement. Pour des investissements à partir de 5 000 €, c'est ce qu'on appelle des CAPEX. Donc les CAPEX, ça c'est du financement du Conseil régional uniquement. Oui, parce que dans le PCAE, le financement, c'est de l'Europe et du Conseil régional. Il y a les deux. Pour le CAPEX, donc financement uniquement du Conseil régional, c'est des investissements qui seront compris entre 5 000 € et donc les 12 500 €. Les investissements éligibles, ça change un petit peu, mais il y aura différentes catégories avec des taux d'aide, grosso modo, qui devraient avoir pour base de 30% d'aide et une bonification donc de 10% pour les agriculteurs bio, ce qui fait que globalement, on devrait se retrouver autour d'un taux d'aide de 40% pour les bio. Pour des investissements inférieurs à 5 000 €, il y a un système nouveau qui devrait se mettre en place avec les EPCI, c'est-à-dire c'est les communautés de communes ou les agglos. Là, par contre, ça c'est en train de se mettre en place.
Et donc, c'est chaque communauté de communes ou c'est chaque agglo qui va décider de sa politique. Donc, vous avez intérêt, chacun dans vos communes, à contacter les communautés de communes et à voir avec elles qu'elles se positionnent par rapport à ces aides aux investissements, quoi. Là, le taux d'aide serait autour de 30%. Du coup, ce serait certainement avoir justement à discuter avec les communautés de communes et les agglos s'il ne pourrait pas y avoir aussi avec elles une bonification pour les bio. Les aides avec les contrats de pays vont un petit peu changer. Ce qui devrait rester, c'est les aides avec transformation à la ferme. Tout ce qui touche la transformation à la ferme devrait rester dans les contrats de pays, syndicats de pays. Voilà une présentation après un peu globale pour tout ce qui touche les aides aux investissements. Il y a une question sur le cumul des aides de la part de Aurélie. Aurélie, si vous pouviez préciser votre demande, est-ce que toutes ces aides sont cumulables? Donc à partir d'où, avec quoi? Parce qu'on a déjà parlé d'un certain nombre de certaines règles de cumul jusqu'ici, mais visiblement il y a encore des choses qui vous échappent et c'est bien normal. Est-ce que vous pouvez donc préciser ce que vous attendez? Donc Jean-Marie, tu peux répondre à cette question. On peut demander des aides à l'investissement dans le cadre du PCAE et dans le cadre du CAP? Alors justement, selon les CAP, il y avait possibilité sur un CAP, ça dure 4 ans. Donc sur les 4 ans d'un CAP, il y avait possibilité de cumuler un CAPEX et un PCAE. Aujourd'hui, le conseil régional, il n'a pas tranché, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question de cumul entre un CAPEX et un PCAE. Voilà, ça, ce n'est pas encore tranché. Il y a une réunion au mois de décembre, j'espère qu'on aurait la réponse au mois de décembre. Oui, oui, et juste pour dire qu'effectivement, les trois, d'ailleurs, sont concernés. On va essayer d'obtenir, effectivement, que le cumul soit possible, y compris parce que les communautés de communes, en fait, le financement, ce sera par convention entre le conseil régional, quand le conseil régional amènera 1 euro, l'agglo en mettra, le PCI en mettra 1 euro aussi pour financer ces petits investissements. Et donc, forcément, je veux dire que le conseil régional va proposer un cadre des investissements. Et nous, on va insister pour que dans le cadre de ces investissements par les autres PCI, il y ait la bonification pour les bio et puis que ce soit cumulable au moins avec les CAPEX, quoi, avec les niveaux au-dessus. Mais il faut bien, pour ceux qui avaient fait des CAP là dans les années précédentes, il faut bien comprendre comment ça change. Jusqu'à présent, c'était simple. Jusqu'à 10 000 euros, on était financé par le CAP et au-dessus, c'était le PCAE. Du coup, là, ça change et il y a un nouvel interlocuteur qui arrive dans le schéma. OK, pour vous, Aurélie, vous avez besoin de précision complémentaire? OK. Bien. Eh bien, nous arrivons à la fin. Juste pour vous parler brièvement des MAEC non surfaciques. Jean-François, tu en as déjà parlé tout à l'heure, rapidement. Oui, je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, normalement, de toute façon, c'est exclu qu'elles se mettent en route dans le premier semestre 2023. Ces MAEC forfaitaires, disons, donc gérés par le conseil régional. Voilà, ce sera le conseil régional pour tous les mesures qu'il gère au niveau du FEADER. Il ne passera plus par les DDT. Il va donc activer, en fait, ça va se passer par les espaces région-centre, les ERC, voilà, qu'il y a il y en a dans tous comment on appelle ça, les préfectures, voilà, voire peut-être même plus dans certains départements. Voilà, donc il va le gérer directement lui. Et les MAEC apiculture et protection des races menacées. Hein. Donc, voilà, ce sera normalement, ça devrait être sur les mêmes cahiers des charges. En tous les cas, pas sur des cahiers des charges plus restrictifs que les précédents. Éventuellement, il y aura peut-être des ouvertures
au niveau des races, ça peut peut-être arriver, mais là-dessus, c'est l'URGC qui travaille avec le conseil régional. Et voilà, à 7 minutes près, nous avons fait le tour de notre diaporama, de notre présentation. Et il y a encore des questions dans le chat, donc je les reprends. Donc, question très générale, dans le cas d'une première déclaration, comment ça se passe exactement? Y a-t-il une date limite pour faire sa demande de numéro de package et être enregistré auprès de la DDT? Jean-François, je pense que tu peux… Non, la date limite, c'est la même que les autres. Ce sera le 15 mai, mais je pense que ça vaut mieux le préparer avant. Et en fait, alors, en général, l'ouverture des déclarations de PAC, ça va du 1er avril au 15 mai. Je pense que le mieux, c'est de contacter la DDT avant, quoi. Voilà, mais normalement, la déclaration… Alors, il y a peut-être des demandes à faire avant, comme la demande de DPB, par exemple. Ça, il ne faut pas attendre la déclaration de PAC. Ça, c'est des choses à faire avant. Et le mieux, c'est de prendre langue avec la DDT le plus vite possible quand on sait que son projet, il va avoir lieu, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, écoutez, si ça vous va, je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite bon appétit, bonne journée. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter toutes vos questions, vos besoins complémentaires. J'en ai noté quelques-unes, peut-être un webinaire sur le cumul des aides, un autre peut-être encore une fois sur la MAP 2023. Mais si vous avez d'autres précisions, évidemment, vous vous tournez vers vos GAB ou vers moi, ou les deux, comme vous voulez. Voilà, on est à votre service. Je vous souhaite une très bonne journée et merci à Jean-François et Jean-Marie pour ces commentaires.